sociale, malade du capital. Santé sociale, malade du capital. Santé sociale, malade du capital. Santé sociale, malade du L'hôpital public est encore une fois un bien commun qui nous appartient, que nous avons nous le devoir de défendre pour qu'il puisse assurer une qualité de soins pour tous. Je vais commencer par donner la parole à Laurent, qui est infirmier et qui fait partie du collectif Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences. Nous sommes des soignants qui avons choisi notre métier par cœur. Nous avons traversé une crise sans précédent. Masqués, port de surblouse, surlunettes, gants. Nous avons pris des enfants dans nos bras, sans pouvoir avoir de contact peau à peau. Nous avons séché des larmes avec nos gants. Nous n'avons pas pu serrer ces enfants contre nous par peur de ce virus, mais nous l'avons fait. Nous avons gardé notre rire, nos blagues, nos comptines pour améliorer leur quotidien. Une médaille, un défilé pour le 14 juillet, non. Une revalorisation de salaire, un arrêt des fermetures de lits, une augmentation quantitative du nombre de soignants, oui. Nous ne sommes pas des soldats. La devise est simplement de soigner équitablement chaque individu qui vient à l'hôpital et lui offrir la même qualité de soins. Nous ne sommes ni des robots, ni des machines de guerre. Nous voulons respecter l'égalité, la fraternité et la liberté. Nous défendons l'hôpital public, que nous soyons infirmiers, auxiliaires de puériculture, aides-soignants, magasiniers, préparateurs en pharmacie, infirmiers de bloc opératoire, cadres de santé. Notre
notre volonté est le take care, prendre soin. Le prendre soin commence par cette revalorisation salariale quantitative mais aussi qualitative. Je ne cesserai de dire que j'aime mon métier, mais pas dans ces conditions. Merci à tous. Ce que vient de dire notre collègue, je voudrais qu'on n'oublie pas tous les gens qui travaillent à l'hôpital, les petites mains, qui réparent les éviers, qui passent les serpillières, qui réparent nos matériels. Nous sommes tous dans le même bateau. De tous des collègues partout en France qui sont en train de se mobiliser maintenant. Je vais donner la parole aux collègues du printemps de la psychiatrie, s'ils sont là, s'ils veulent dire un mot. Oui, bonjour à vous. Je suis soignant en pédopsychiatrie dans le sud de la région parisienne et je voulais dire juste une chose. L'hôpital public a été ravagé pendant des années par des politiques technocratiques et qui ont eu comme outil la T2A. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un outil qui a détruit l'hôpital public. Je suis là pour vous dire qu'à cet instant, dans cette période, les politiques pensent à appliquer une partie de T2A à la psychiatrie. Il faut absolument arrêter ça. Voilà ce que je voulais dire. Exactement, merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent, ça fait chaud au cœur et ça montre qu'il y a une détermination quand même très vivace dès le départ. Juste en sortie de déconfinement, je trouve ça extraordinaire. Moi je prends la parole au nom du collectif de la pédopsychiatrie du 19e arrondissement. On est d'ici, on est dans le quartier, on travaille tous les jours avec des enfants, avec des familles, en lien avec le tissu associatif, avec les écoles. On fait un travail de lien, de relations, de rencontres avec nos petits patients et leurs familles. Et aujourd'hui, on a décidé de se mettre en grève. Pendant le confinement, on a décidé de se mettre en grève des données. On arrête de remplir les logiciels de recueil de données qui, depuis 30 ans, participent à la destruction de nos services. Il faut s'organiser localement et aussi à l'échelle nationale, mais localement sur nos quartiers, avec les gilets jaunes, avec tous les gens, toutes celles et ceux qui ont manifesté ces derniers mois contre les réformes de la retraite, contre ce monde capitaliste dont on ne veut plus. La santé doit être une priorité et effectivement, comme le disait le camarade tout à l'heure, ces logiciels doivent être quelque chose qui doit, comment dire, excusez-moi je perds un peu mes mots, qui doit entrer dans la tête des gens. Il faut faire cette critique de ces logiciels, que ça soit dans le champ de la santé, dans le médico-social, le social, à l'éducation, enfin, dans l'éducation nationale, etc., etc. Tous les métiers sont impliqués par ces recueils de données, par cette gestionnarisation à partir de statistiques, etc. Il faut en sortir, il faut que les collectifs de travail reprennent le pouvoir sur la dimension sociale, collective. Je m'éloigne un petit peu. Merci beaucoup. Hôpital de Saint-Denis, qui ont bien subi la vague du coronavirus en plein fouet, où il y a eu beaucoup de difficultés, où il y a eu beaucoup de décès. C'est un département qui a énormément souffert. Donc si on peut avoir son témoignage, ce serait formidable. On va essayer de prendre la parole à deux, parce que ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est un mouvement multiple, un mouvement de masse. Et déjà, on voudrait dire merci, mais un grand merci aux collègues de Doubray, aux collègues de Toulouse, aux collègues du Guinassier, aux collègues de Saint-Étienne qui ont ouvert la voie. Et hier, à la même heure, devant notre hôpital, on était plus d'une soixantaine à dire qu'on continuerait plus comme avant. On veut des augmentations de salaire immédiatement. On veut des effectifs. On veut des titularisations. Que le gouvernement en face de nous, il flippe. Parce qu'il sait qu'on est unis et que la population, on pourra faire rien avec elle. Alors les syndicats sont légitimes dans cette lutte, mais les collectifs sont 1000 fois légitimes. Parce que
aussi, ils ont montré leur légitimité en occupant la lutte sociale depuis des années. Spéciale dédicace au collectif Interurgence, au collectif Interhôpitaux, à tous ceux qui se battent. L'objectif est assez simple, c'est que tous les jeudis, devant tous les hôpitaux de France, les rassemblements se multiplient et qu'on porte tous la même exigence, une rupture avec tout ce qui a été fait sur les 30 dernières années, toutes les politiques publiques, une vraie redistribution des richesses et un financement pérenne des hôpitaux publics. Je passe la parole à ma collègue Muriel. Là, les collègues hier qui se sont mobilisés, c'est des infirmières, des aides-soignantes, des agents de services hospitaliers, des rééducateurs, qui sont pour nombreux tous en CDD sur des postes fixes et déjà ils demandent des embauches immédiates de tous ces postes-là, en plus des embauches supplémentaires qui manquent par rapport aux sous-effectifs qu'on subit tous dans tous les services, que ce soit aux urgences, en réanimation, mais aussi en gériatrie, en médecine physique de réadaptation. L'accès, en effet, du coup, il y a ces postes-là, déjà, du coup, c'est ça, c'est des milliards pour mettre des postes supplémentaires et aussi pour enfin avoir des augmentations de salaire, des salaires qui nous permettent tous de vivre. Et derrière tout ça, il y a bien sûr l'accès aux soins pour tous. L'accès aux soins pour tous, ça demande aussi, oui, vraiment, du coup, un changement des choix politiques, des milliards qui sont mis pour la santé, pour des embauches, des salaires, la réouverture de structures, le développement de la médecine de ville, des tas de choses. Mais c'est un changement de choix politique radical. Les milliards, c'est pour la santé et c'est pour qu'on puisse vivre tous. Il y a des collègues de Tenon qui voudraient prendre la parole, on les a vus, ils sont là, on les soutient, ils se sont mobilisés hier, ils étaient nombreux. Est-ce que... Non? Bon. Hein? Il y a là. Bonjour Nicolas. Ça va? Donc Nicolas est aide-soignant à Tenon. S'il vous plaît, on n'a pas fini, s'il vous plaît. C'est la semaine prochaine. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. C'est la semaine prochaine. On donne la parole à notre collègue de Tenon, Nicolas, qui est aide-soignant aux urgences de Tenon. Aux urgences de Tenon, ça a été aussi très difficile. Beaucoup de souffrances, beaucoup de malades, pas assez de moyens, pas assez de lits, pas assez de personnel, pas assez de masques, pas assez de beaucoup de choses. Ouais. Merci. Oui, donc je suis aide-soignant à l'hôpital Tenon. L'hôpital Tenon, c'est entièrement dirigé vers la gestion du Covid-19 à 100%. Mais du coup, ça a eu des conséquences pour tous les autres patients, toutes les autres pathologies. Et on n'a pas pu s'occuper d'eux correctement pendant cette crise. Hier, on s'est rassemblés, nous, devant l'hôpital Tenon, avec certains d'entre vous, je vous remercie encore. Et on compte faire comme l'hôpital Robert Debré, on raccroche le wagon, on va faire les jeudis de la colère également. Donc tous les jeudis, on va se rassembler nous aussi, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause dans nos revendications. Et nos revendications, on les rappelle parce que ce gouvernement ne les entend pas. Pour l'instant, on entend parler de salaire, mais sous condition. Et ça, c'est pas ce qu'on demande, nous. C'est pas ça de la reconnaissance. C'est pas nous faire travailler plus pour gagner plus. Nous, la reconnaissance, c'est sur tous les jours travaillés pendant l'année. C'est pas juste quand il y a une pandémie qu'on veut avoir de la reconnaissance. Il est hors de question que j'attende la prochaine pandémie. Moi, je veux être reconnu toute l'année. Il faut redonner de l'attractivité à notre hôpital. Il n'y a pas de mystère. Si on veut redonner de l'attractivité à notre hôpital, il faut des embauches, il faut une augmentation des salaires de tous les hospitaliers.
il faut nous écouter, nous les hospitaliers, parce que nous, on sait comment fonctionne l'hôpital, on sait ce dont a besoin l'hôpital. Il ne faut pas que ce soit des gens de l'extérieur qui nous disent comment on doit faire dans notre hôpital. C'est à nous de décider, l'hôpital il est à nous tous, à vous, et on doit tous avoir notre mot à dire. Merci. Merci Nicolas. Merci Yann qui travaille avec nous, qui est ouvrier, syndiqué, qui veut nous dire un petit mot sur les difficultés des personnels que vivent nos collègues tous les jours. Voilà, moi j'aimerais un peu rappeler les revendications. Donc pour l'hôpital c'est plus de lits. Donc on se met d'accord là. Allez, bien fort là, plus de lits pour l'hôpital. Ensuite, on veut un plan d'embauche massif avec la régularisation de tous les CDD. On veut plus de rémunération pour tous. Pour les administratifs, pour les ouvriers, pour les infirmières, pour les aides-soignants, pour les manipulateurs radio, pour les secrétaires médicales, pour les diététiciennes, pour les psychologues, pour les agents hospitaliers, pour les kinésithérapeutes, pour les sages-femmes, pour les IBOD, pour les IAD, pour les techniciens de laboratoire, pour les préparateurs en pharmacie. Tous ces personnels sont la seule constituante de l'hôpital public. Une dernière chose, on a besoin de démocratie à l'hôpital. C'est toujours les mêmes qui prennent des décisions. Il y en a marre. On veut le partage de la gouvernance. Et c'est ni négociable ni amendable. C'est la voie à suivre. Maintenant, dans chaque hôpital, il faudrait que tout le monde fasse la même chose en choisissant une journée par semaine avec une date, le 16 juin dans le décor. Et là, le 16, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci à tous, à bientôt. Maintenant, on laisse la parole à Laure, qui est aide-soignante et qui va nous parler un peu de son combat aussi et de son expérience. De l'APLP là, qui nous a contactés il y a Émile, voilà, qui nous a contactés On n'entend pas. Nous recevons la peine, la souffrance, la vieillesse, la peur. Et tout ça, il faut que nous le gérions avec pas de personnel, pas de matériel, plus assez de lits. On est obligé de mettre des gens dans les couloirs. C'est une souffrance supplémentaire pour les patients et pour nous. Il nous faut arrêter de supprimer des lits, de supprimer du personnel, parce qu'on en a besoin. Les gens ont besoin d'être hospitalisés, ils ont besoin de trouver des lits, pas des brancards. C'est inadmissible de laisser des gens pendant 2 heures sur des brancards parce qu'il n'y a pas assez de lits, ou de les déplacer à l'autre bout du pays, parce que pareil, on n'a pas assez de lits. C'est pas normal, il faut arrêter cette politique. Je me dis que dans notre malheur, nous avons eu de la chance, parce que si c'était Ebola qui était arrivé, la moitié d'entre nous ne serait pas là aujourd'hui, parce que les hôpitaux n'auraient pas pu gérer une telle catastrophe. Merci Laure. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où Monsieur le Président est parti, qui est infirmière en réanimation, qui va nous dire si elle veut travailler plus pour gagner plus au final. Ouais, bonjour, je suis infirmière en réa, on a encore un Covid jusqu'au cou. Alors, on est soi-disant dans le plus grand hôpital de Paris, on n'a plus de tenues jetables, et les masques donc, sont toujours des masques périmés. Bon voilà, pour dire que Macron, quand il promet les choses, c'est vraiment des mensonges. On n'a pas plus de tenues qu'ailleurs, et c'est toujours le bordel. Donc, quand Macron est venu,
qui a été bien, c'est qu'il y a du personnel qui est venu, pourtant c'était vraiment à l'arrache. Donc des personnels des urgences sont venus, des bâtiments des urgences et des bâtiments à côté. Et ce qui est essentiel, et ce qui a vraiment été nouveau, c'est que tout le monde ose demander des augmentations de salaire. Après ce qu'on a vécu là, tout le monde ose. On en a tellement bavé, et on sait qu'on va en baver. Donc les augmentations de salaire, c'est indispensable. Indispensable. Alors évidemment, les autres revendications, je suis archi d'accord, les lits, la formation, tout ce qu'il y a pour le personnel, bien entendu. Mais pour avoir ça, comment on va faire pour avoir ça? Vous avez vu Macron, ce qu'il a fait? Il fait des milliards aux entreprises de l'automobile qui sont en train de licencier. Ils vont licencier. Donc ces milliards, si on veut les avoir pour nous, il va falloir battre avec les salariés de ces secteurs aussi. Et puis tout le monde a besoin des augmentations de salaire, hein, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le commerce, dans ceux qui ont participé justement à cette crise du Covid. Donc pour les avoir ces milliards, il faudra s'y mettre tous. Et là, moi, je pense que tout le monde, c'est bien, mais c'est pas un soutien qu'il faut aux hôpitaux. C'est une participation active pour défendre son boulot aussi et son salaire aussi. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire pression sur le gouvernement pour inverser la tendance. Pour que ces milliards, ils n'aillent pas à ces salopards là qui sont en train de licencier, mais pour nous, pour tout ce qui est utile à la population. Peut-être une dernière intervention de Josette, qui fait partie du CIVG de Tenon, un collectif pour le droit à l'avortement. Oui, bonjour. Alors, combien de fois nous sommes venus ici soutenir les soignants et tout le personnel de l'hôpital Robert Debré. C'est pas loin de chez nous, c'est pas loin de Tenon. Moi, je fais juste une intervention pour dire que sur le droit à l'avortement, l'amendement pour l'augmentation des délais a été refusé. Il n'a même pas été présenté, il n'a même pas été discuté. Or, on sait qu'en ces périodes de confinement, il y a un problème sur ce délai. C'est un problème toute l'année. Mais là, il est particulièrement accentué dans la mesure où les femmes sont très peu sorties. Les femmes sont très peu sorties pour plusieurs raisons. Le confinement, bien entendu, le risque par rapport à la pandémie et la peur familiale qui a été très intense, 35% des augmentations des violences envers les femmes. Donc nous demandons, ça a été proposé à plusieurs reprises par les députés, il faut que ça revienne. Le délai pour l'avortement doit être prolongé. Nous avons demandé 2 semaines supplémentaires. C'est pas beaucoup, mais il faut au moins cela. Il faut quand même savoir qu'en temps ordinaire, 4 ou 5 000 femmes avortent pour avorter tous les ans à l'étranger. Donc dans cette situation critique, le gouvernement doit lâcher. Ce qu'on espère, ce qu'on veut, ce n'est pas espérer, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment qu'à nouveau ça revienne à l'Assemblée ce délit. Autre chose, vraiment, il va y avoir des discussions, il va y avoir des grandes discussions du ministère de la Santé et du gouvernement. Ce qu'on espère vraiment pour vous, que ça ne soit pas un foutage de gueule, comme ça a été pour le Grenelle des violences envers les femmes, où vraiment c'est moquer du monde comme il n'est pas permis. Ce qui se passe en ce moment... On remercie particulièrement tous les soignants. Et il faut en finir avec ces gestions de l'hôpital. C'est une gestion parce que il y a bien sûr le ministre, mais il y a aussi en dessous Monsieur Hirsch, qui est vraiment lamentable dans cette affaire. Il n'hésite pas à vendre une partie de l'hôtel Dieu alors qu'on en a terriblement besoin. Donc tout ça doit cesser. Ce qu'on peut constater, c'est la répression qui s'abat juste après le confinement. Donc je m'appelle Éric Bezou, je suis agent SNCF en gare de Mantes-la-Jolie. Et le 12 mai à 21h, j'ai reçu un mail du ministère du Travail, le 12 mai à 21h, disant que le cabinet qui s'occupe de ça au ministère du Travail va autoriser mon licenciement à l'encontre des décisions de l'inspection du travail et de la direction départementale du travail. Tout ça parce que j'ai dénoncé la soumission
qui est demandé aujourd'hui à tous les agents du service public, hein, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, il faut se soumettre. Il faut qu'on soit des crêpes, hein, voilà. Pour dénoncer cette soumission, je me suis mis à genoux devant ma hiérarchie en demandant si c'était la posture qu'ils attendaient de moi, puisqu'ils m'ont expliqué que j'avais pas le droit à un déroulement de carrière parce que j'avais pas la posture. Voilà. Donc ça n'a pas plu à la direction de la SNCF, qui est en pleine transformation actuellement. Évidemment, c'était un peu provocateur, mais je pense pas que ça mérite un licenciement. Et on voit aujourd'hui, donc juste après ce confinement, que à l'hôpital, il y a des procédures disciplinaires pour tous ceux qui se battent pour réclamer des moyens. Il y a en plus des procédures disciplinaires, il y a bien sûr un autisme particulier de la direction de la santé. Voilà, depuis maintenant plus d'un an que les services sont en grève, revendiquent des moyens, etc. Et on a vu la légitimité de leur demande. On l'a vu pendant cette crise du Covid, que leur demande était totalement fondée. On a nos copains de la RATP aussi, puisque nous on fait partie d'une coordination avec, depuis la grève de décembre, janvier, on a monté une coordination SNCF RATP pour lutter ensemble. Eh bien on voit que les copains de la RATP sont également en procédure de sanction. Hein. La RATP, pour vous expliquer rapidement, la RATP a été capable de mettre en place un règlement pour tenir le conseil de discipline des deux copains dont le licenciement est demandé, avec un plan de la salle pour respecter les mesures liées au Covid, mais elle n'est pas capable de vous fournir des bus et des métros qui soient aux normes sanitaires pendant cette crise du Covid. Voilà la direction de la RATP aussi. Et également, on voit dans l'éducation nationale, on voit également dans l'éducation nationale à Mel, dans les Deux-Sèvres, des procédures de sanction de trois profs. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas lâcher sur tout ça. Ils servent de la crise pour nous faire peur. Ils servent de cette crise économique aussi pour nous faire peur du chômage. Il ne faut pas revenir, comme ça a été écrit sur des pancartes, à l'anormalité, l'apostrophe, qui précédait cette crise. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut que les services publics qui nous appartiennent, ils appartiennent aux usagers, ils appartiennent aux agents. Notre vie nous appartient et c'est voilà, et c'est comme ça qu'il faut reprendre et pour ne pas avoir peur de cette crise. Reprenons les choses en main et ne revenons pas à la situation d'avant. Merci. La colère est grande, la colère de l'hôpital est grande. On est encore là, on est encore mobilisés parce que l'hôpital est encore en danger, que tous les signaux sont assez inquiétants. Ce qu'on voit, c'est du travailler plus pour gagner plus. Ce n'est pas notre combat. Les collègues à l'hôpital travaillent déjà énormément, sont en horaire décalé, travaillent un week-end sur 2. Ils font déjà beaucoup d'heures supplémentaires. Ils n'en demandent pas plus. On nous parle encore de partenariat public-privé. Alors on nous dit que ce n'est pas un tabou. Ben, nous on est juste contre, pas parce qu'on est réfractaire de nature, mais juste parce que la Cour des comptes, qui est loin d'être un refuge pour des économistes atterrés, a épinglé ces partenariats public-privé parce que ça coûte beaucoup plus cher et parce que c'est opaque. Parce que la Cour des comptes européenne épingle aussi ces partenariats public-privés parce que ça crée un surcoût. Dans ce nouveau monde qu'on nous présente, on nous refait sortir encore les formules de « il n'y a pas d'argent magique ». Ces formules politiciennes qui visent à discréditer les politiques sociales dans le cadre de l'État-providence. Alors, chers amis, on ne peut pas dire d'un côté que l'État-providence n'est pas une charge, que la santé publique, l'hôpital public doit avoir les moyens, que l'hôpital public doit avoir les moyens pour fonctionner, qui doit sortir des logiques du marché, et de l'autre côté, nous faire sortir ces paradigmes néolibéraux qui ont cassé l'hôpital public et qui ont entraîné la faillite, et plus grave encore, tout ce qu'on a vu avec le Covid. Donc, l'hôpital là, il est en danger. Il est important, maintenant et ici, d'avoir un budget, un investissement à la hauteur des besoins. Nos revendications sont toujours les mêmes. Il y a besoin de budget à la hauteur des besoins en soins de la population. Traiter les gens, le meilleur soin au juste coût. Il faut pouvoir ouvrir
les délits là où il y en a besoin. On a vu combien on en a manqué durant cette crise. Il ne faut plus fermer des lits. Il faut engager du personnel massivement parce que ces soignants ne sont pas des gens qui travaillent à la tâche et qui font des gestes techniques à la tâche pour pouvoir les cocher à la fin sur des dossiers administratifs. Ils veulent retrouver du soin, ils veulent retrouver du temps auprès de leurs patients. Et c'est d'abord pour ça qu'ils ne veulent plus rester. Ils veulent qu'on revoie leurs conditions de travail. Ils ne veulent plus travailler dans ces conditions-là. Ils veulent retrouver de l'humain dans leur travail et retrouver du sens. Et ils ont aussi grandement besoin qu'on revalorise leur salaire. Mais la revalorisation de leur salaire, ce n'est pas en travaillant plus, ce n'est pas avec un tarif horaire qui reste le même. C'est justement en leur permettant d'avoir du repos pour profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants. Ce n'est que comme ça qu'on pourra rester. Il faut revaloriser leur salaire, mais pas au prix d'une casse de la durée du travail et de la casse des 35 heures. Et il faut, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est de revoir la gouvernance hospitalière. Il faut retrouver de la démocratie dans la gestion de l'hôpital. Un hôpital, la gouvernance hospitalière doit se faire avec les personnels hospitaliers dans leur diversité et surtout avec les usagers que vous êtes, que nous sommes, que nous serons toujours un jour et quand nous viendrons ici en tant qu'usagers, nous serons faibles et fragiles et nous ne pourrons rien dire. Donc il faut retrouver cette gouvernance hospitalière pour si autrement on rentrera toujours dans les dérives technocratiques qui ont eu le coût humain que vous avez vu. Donc, merci encore. Merci pour votre soutien. Merci pour ce sera un baptême de manif. Merci pour votre soutien, merci pour votre mobilisation, merci pour votre vigilance, merci de porter le fardeau de l'espoir avec nous. Merci beaucoup. Un dernier chant de combat pour terminer, s'il vous plaît. Subdirecteur et première dame, on ne voit plus dans les hostos que des soignants tristes en larmes qui ont le moral à zéro. Le quotidien, c'est la misère quand des patients et leurs mamans apportent les hôpitaux déserts en quête de soins pour tous leurs maux. Oui, mais ça roule dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les autres s'y mettront. Et les usagers gronderont. On traque, on compte, résultat. En un seul mot, rentabilité. On dame infâme, les deux arts ont tué l'hospitalité. Rachat de dette, c'est du blabla. Ça ne devrait pas exister. Pour tous, la santé, c'est un droit. Et on bataille pour la garder. Oui, mais
déjà un rendez-vous pour une grande mobilisation interprofessionnelle, intersyndicale, intercollective le 16 juin. Merci à vous, bon week-end. Juste un petit mot parce que j'ai oublié, on remercie toute l'équipe de Gare Expo qui nous a ramené la sono. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. On est des civils, les mecs, on est des civils. Dans leur tenue, c'est rien. Voilà. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. N'essayez pas d'être muselés. Discutez, exprimez-vous, c'est important. On est ensemble, on est avec vous, on n'est pas contre vous. Je prie pour vous tous, messieurs dames. Pour vos enfants. Il faut vraiment payer à rien faire. Hein. Faut se réveiller, faut rejoindre les rangs. Passez à un départ, petit groupe. Vous attendez, toutes les 5 minutes, on fera partir du hauteur de bras, hauteur de bras. Allez, toutes les 5 minutes. Des gens ont réussi à passer, mais les uns sont bloqués. Alors, dispersion. On recule s'il vous plaît, on recule, on recule, on recule. Non, c'est pas pour taper. Viens ici, toi. Non, restez là-bas, restez là-bas. Merci. Attendez, carte de presse, c'est ok. Laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Seigneur, on est là,
Ça fait monter la pression. Laissez-nous passer. Et ma collègue, elle est au premier rang. On ne fait pas pousser tout au premier rang. Laissez-nous passer. Arrêtez de monter la pression, les gars. Franchement, les gars. On vous envoie monter la pression. On vous envoie monter la pression. Les hôpitaux, ils manquent de trucs. Vous tapez sur les infirmières. Les gars, on se remet des vies, les mecs. On fait des trucs de dingue. Hein? Vous bossez pour qui? Et la rue, elle est à qui? Vous bossez pour des salopards. Et la rue, elle est à qui? Vous savez combien ils sont dans le service? Vous savez combien ils sont dans le service? Policiers et gendarmes. Aucune réponse nécessaire à chaque fois. Pour permettre de surmonter cette période, nos policiers et nos gendarmes doivent être au rendez-vous de cette Et la rue, elle est à qui? 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 Aucun souci à violenter les infirmières qui nous ont protégés pendant toute cette crise du coronavirus, pendant que la police se donnait à cœur joie. Et le petit nazi, il va tuer dans les quartiers populaires. C'est le petit nazi qui a frappé. Les Noirs et les Arabes. C'est l'enfant d'Hitler qui l'a frappé. Dans la droite lignée du gouvernement de Vichy, la collaboration s'arrête jamais. Marine Le Pen, là, avec la petite tête de nazi. On connaît les statistiques du vote FN dans la police. On est monstrueux. Les gens sont pires. Vous cognez. C'est sur nous. Nous, on est quoi? On est en tombe, monsieur. La super pionque. Bon, ma collègue, elle vous agresse, elle est en tombe. Vous avez pu prendre la parole là-bas. C'était une manifestation non autorisée qu'on a laissé faire. Maintenant, on demande juste la dislocation de la manifestation. Mais en fait, il y a pas de autorité. En ce moment, la police qui les ordre. Les mecs qui sont en train de Alex, t'es prêt? Ah bah ici. Justement, il y a beaucoup contre cela, tu vois ce que je veux dire. La meilleure des armes qu'on ait, c'est d'affecter les gens qui nous font. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ça, qu'ils veulent pas comprendre. Que tu veux toi-même voir en ce monde. Vous êtes les chiens, Macron! Vous êtes les chiens
juste une résolution, il a justice. Allez, bravo là! Bravo! Bravo au milieu! Bravo aussi là! Allez, on serre, on serre. On avance, on avance. On serre, les gars, on serre. Ça va pas la tête. Allez, allez, allez. Pas dans mon autre tout chaud, j'aime bien, mais... Délit pour l'hôpital. On remonte tout le monde et on fait la jonction avec la brave là-haut. Ok, c'est parti. Allez, on resserre, on avance. Allez, monsieur, reculez là. Reculez. Paradis, basta, terminé. Voilà mon emploi du temps.
Bravo Elboise. Hop. Devant nous, le blanc, c'est qui? On va vous demander de reculer. Il présentera sa carte qui est... Vous êtes trop tard, monsieur. Vous nous avez mis la pendant une demi-heure. Tiens, merci. Oh. Ouais, bah ouais, pardon, on bouscule pas, quoi. Moi j'ai rien. Ça va. Il y a toutes les amendes. On reviendra. Demande de quoi? Pour faire quoi? Vous enrichir 150 millions d'euros là, vous avez... Moi je suis infirmier. Moi je suis infirmier et je suis fier. Je suis fier d'être infirmier. D'accord? Des amendes. Des amendes. On vient défendre l'hôpital public. Des amendes, vous avez pas honte? Avec les néos parce que... Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? On fait une manif pour les hôpitaux publics. Vous avez pas honte? Mais c'est pas possible ça. On se réveillera. Le peuple est debout. Louis Delgrès. Louis Delgrès. Non, ça vous dit rien, ça. Ça, c'est dingue, ça. Les milliers de gens, de personnes âgées qui sont morts là, du Covid, ça vous dit rien, ça. Ne vous faites pas réfléchir, non. Non, bah non. Mais le bâtiment, J'exécute les hommes, comme des bons c'est quand même dingue, ça. C'est dingue. La honte de la France. On reviendra, on sera 1000 fois plus nombreux. On reviendra, on sera 1000 fois plus nombreux. Enregistrez bien. Moi je refuse. Ça, il y en a. Ça, il y en a. Regardez les nombres des flics. Ça coûte un pognon d'âne, tout ça. Mais ça, il y en a de l'argent comme ça. 150 millions d'euros. 135 euros l'amende. 150 millions d'euros qui sont récoltés. 100 personnes. Vous pensez que vous allez donner l'argent? 150 millions d'euros. Vous pensez que vous allez nous faire taire? Ça m'étonnerait. Vous ne ferez jamais taire. Moi, je peux mourir. Je peux mourir. Louis Delgrès. Louis Delgrès. Allez, on va vous demander de reculer, s'il vous plaît. Reculez, Reculez, s'il vous plaît. On avance encore, les gars. C'est votre force. Vous aurez du boulot. Vous aurez du boulot. Oui, vous aurez du boulot.
Alors, j'écoute le chef. Ouais, check. Moi, c'est le laisser faire. Hein. C'est dans la boîte. Oui, oui, c'est bien, mais vous pouvez. Moi, j'ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Toutes ces injustices-là, il y en a marre. Et on reviendra. Vos collègues sont là aussi. Il y a beaucoup de gens du milieu hospitalier, bien sûr. Vous croyez qu'on va crever la gueule ouverte comme ça, sans rien dire? Non, ça va pas, non? Mais surtout, c'est quand même quelque chose que vous criez haut et fort depuis très très longtemps. Ça va pas, non mais oh. On va pas se laisser faire. Et là, vous avez matricule du monsieur. Donc là, vous avez eu une amende. Une amende de 135 €, oui, pour rassemblement illégal, sous une... Comment ça, illégal? C'était... regroupement illégal, puisque c'est limité à... Oui. Ils sont fatigués. Hein? C'est pas des voyous. Hein? C'est des gens sérieux qui s'occupent de vos parents, de vos frères et sœurs, et qui sont aujourd'hui fatigués. Bon nombre de nos collègues sont fatigués parce que là, ils ont trimé pendant 3 mois, sans relâche, avec des heures. Ils ont fait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Hein? C'est calculé en quoi, ça? En RTT. RTT. On a des RTT, des centaines de RTT. Hein? Quand est-ce qu'on les prend, ces repos? Jamais. Jamais. D'accord? Je peux vous poser une question, monsieur? Là, vous êtes infirmier, monsieur, c'est ça? Oui. Vous êtes infirmier, vous êtes venu manifester pour l'hôpital public. Bien sûr. Et vous ressortez avec une amende de 135 €. Et comment vous le vivez? Expliquez-nous. Vous voyez pas mon état? Si, bien sûr, mais je vous demande de formaliser, de nous expliquer. Ce que vous, soignants, vous vivez depuis des mois, le mépris qu'on vous a, que l'État vous a montré malgré tout depuis des mois, et vous êtes verbalisé sur une manifestation qui s'est très bien passée. Bien sûr, ça comment m'a mis le en colère. vivez-vous? Ça m'a mis en colère. Mais exactement, je reprends ce qualificatif de mépris. Oui, oui, c'est du mépris. Nous sommes méprisés. Monsieur Macron, il peut venir là faire son beau, son clown, hein, dans les hôpitaux, machin, etc. Mais il n'y a rien. C'est pas depuis le Covid qu'on manifeste. Hein. C'est bien avant. Hein. Bien sûr. Bien avant qu'on n'a plus de moyens pour travailler. Comment vous réagissez? Hein? On a parlé... Le personnel, etc. Monsieur, pendant des mois, les soignants ont demandé à corps et à cri des masques, des moyens de protection qui n'existaient pas, qui n'étaient pas là. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, déclare sur BFM, je crois, il y a 48 heures, que la France n'a jamais manqué de masques, mais comment les personnels soignants réagissent à ça? Mais le manque de masques, mais... Et alors qu'il était flagrant, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Tout ça. Le président de la République dit que la France n'a jamais demandé de masque quand même. Vous êtes soignant, quand vous entendez ça, c'est quoi votre réaction, monsieur? Tout ça est fabriqué. Hein. Tout ça est fabriqué. Hein. C'est désolant parce que des masques, nous en avions. Apparemment, ils ont détruit des millions de masques, hein, si je me suis bien renseigné. Ils ont détruit des millions de masques. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ont privé la population, ce que nous sommes, et les soignants, d'accord, de se protéger. Certains disent que c'était pour que la grande distribution puisse les vendre à la fin du confinement. Vous pensez que c'est une théorie qui peut se tenir? Moi, je pense pas. Je pense pas. Après, les masques qui sont aujourd'hui dans la grande distribution, à la vente, c'est scandaleux. Hein. D'autres pays les donnent. C'est scandaleux. Hein. Maintenant, on marche sur la tête. Hein. Mais réveillez-vous le peuple. Hein. Réveillez-vous le peuple. Oui, mais merci, merci. Monsieur, encore une réaction sur une chose. Scandaleux. Scandaleux que les hypermarchés vendent des masques. Ils sont obligés de les acheter déjà. C'est scandaleux, scandaleux. Alors qu'il y a des gens qui manquent d'argent. Scandaleux. Hein. Ouais. Monsieur, encore une réaction sur une petite chose, si vous me permettez. Les masques devraient être gratuits. Gratuits. Les masques. Pour protéger la population. Encore, je voudrais vous réagir sur la toute dernière question, monsieur. Et on fera des actions dans les supermarchés pour aller réquisitionner les masques et les distribuer gratuitement
gratuitement à la population. On fera des réquisitions dans les hypermarchés pour prendre les masques et les distribuer gratuitement à la population. Gratuitement. Hein? On en a marre du MENEF. CAC 40, tout ça, on en a marre. Destruction de ce système. Et de ses serviteurs. Hein? Monsieur, encore juste un petit mot, vous qui êtes soignant. Toujours sur Emmanuel Macron qui dit officiellement qu'il a compris la détresse de l'hôpital public, alors que nous apprenons par des soignants eux-mêmes qu'on ferme déjà, alors que la crise du Covid n'est pas terminée, déjà des lits sont maintenant fermés par... Oui, ils ont continué effectivement leur réforme. Donc on continue, alors qu'officiellement l'État dit qu'ils ont compris la problématique. Comment vous, soignants, vous réagissez à cela, monsieur? Bien sûr, on continue. C'est-à-dire qu'aucune leçon n'a été retenue de la période difficile que nous traversons encore aujourd'hui. Aucune leçon. Pourquoi? Parce que c'est l'oligarchie. L'oligarchie, ils se tiennent main dans la main. Main dans la main, voilà. Nous sommes gouvernés par des oligarques. C'est une monarchie. Financière? C'est une monarchie, oui, financière. C'est une monarchie qui ne dit pas son nom. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans un régime monarchique. Comment ça va finir tout ça? Monarchique. Comment ça va finir tout ça? Comment ça va finir? Comment ça va finir? L'exécutif a très peur d'une rentrée de septembre, une rentrée sociale extrêmement chaude en off. Les ministres disent que ça va être les gilets jaunes puissance 1000, ils ne disent pas officiellement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et j'en serai. Que ça plaise pas, j'en serai. C'est pas des amendes à 135 € qu'on nous met qui vont faire qu'on va oublier, on aura peur de revenir. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez, j'espère. Vous rigolez. Vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. De personne? J'ai pas peur. Et encore moins de l'État? J'ai pas peur. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que je pense que nous sommes sur Terre pour un moment, pour passer un moment sur Terre. Demain, vous allez mourir, je vais mourir, nous allons mourir. Donc essayons de faire le bien autour de nous. Essayons d'être justes. D'accord? Luttons contre toute forme de racisme. Luttons contre toute forme de sexisme. D'accord? Moi, je suis plutôt humaniste. En tout cas, j'essaye. Et non, j'ai pas peur. Ça me donne la force. Et je me renseigne aussi sur ce qui se passe dans les pays étrangers. En Asie, en Afrique. Ici, en France, vous le savez qu'il y a un quart-monde. Il y a un quart-monde en France. Il y a un quart-monde. Nous, on est venus. Il suffit de prendre le périphérique. Vous voyez bien, toutes ces tentes, les gens qui sont allongés sur des cartons, etc. Moi, ça me fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre. D'accord? Donc non, j'ai pas peur. Une dernière chose. Je pourrais donner ma vie pour ça. Monsieur, je pourrais donner ma vie pour ça. J'en ai rien à foutre. Un philosophe disait récemment à l'adresse de l'État, attention le jour où les gens n'auront plus peur. Vous pensez qu'on en est là? Les gens n'ont plus peur aujourd'hui? On y est? Vous n'avez plus peur? Comment vous voyez vos concitoyens, les gens que vous fréquentez, vos collègues? Les gens, ils ont peur en général. Les gens ont peur. Il faut vraiment une détermination mentale pour pouvoir... Et surtout, les gens ont peur de connaître la vérité aussi de tout ce qui se trame autour de... Même quand vous-même, vous déposez votre argent dans les banques, mais tout ce qu'ils font comme trafic financier avec votre argent. Mais si on savait tout, hein,